Le Cameroun a une nouvelle fois défié les pronostics. Avant leur premier match de groupe, tous les éléments semblaient réunis pour annoncer une soirée difficile, voire une humiliation. Le contexte, l'instabilité, l'incertitude, tout laissait penser que le Cameroun allait lourdement souffrir face au Gabon. Et pourtant, contre toute attente, ils ont réussi à s'en sortir et même à s'imposer. Un match nul aurait déjà été un résultat honorable dans de telles circonstances. Mais le Cameroun a frappé tôt et a fait preuve d'une remarquable résilience. Le Gabon n'a pas dominé la rencontre, mais il serait malhonnête d'affirmer que le Cameroun méritait pleinement sa victoire. Le match fut équilibré, tendu, et aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Malgré tout, le Cameroun a trouvé les ressources pour survivre. Ce qui rend ce résultat encore plus marquant, c'est le contexte. Un changement d'entraîneur quelques semaines avant le tournoi, des conflits internes entre la fédération et les autorités sportives, un groupe instable et une préparation chaotique. Tout cela conduit généralement à l'échec à ce niveau. Et pourtant, le Cameroun continue de s'en sortir. L'histoire montre que d'autres grandes nations africaines n'ont pas eu cette chance. L'Algérie, par exemple, est restée 6 ans sans gagner le moindre match de phase de groupe, malgré son statut de championne d'Afrique et la présence de talents exceptionnels. Le Cameroun, lui, parvient à obtenir des résultats même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. Cela soulève de vraies questions. En football, une mauvaise préparation est normalement sanctionnée. Lorsque l'instabilité devient la norme, les conséquences finissent par arriver. La capacité du Cameroun à surmonter sans cesse ces situations risque d'envoyer un mauvais message. Celui que le chaos peut coexister avec le succès. D'autres fédérations pourraient s'en inspirer et se dire que la cohésion et la structure ne sont pas indispensables pour obtenir des résultats. Cela dit, cette équipe camerounaise possède bel et bien de la qualité. Mais lorsqu'on analyse le 11 de départ, les doutes persistent. L'équipe semblait bricolée, avec plusieurs joueurs disputant leurs premières minutes à ce niveau. Même pour les observateurs attentifs du football camerounais, certains noms étaient peu familiers. La défense en particulier manquait de cohésion et d'expérience. Sur le papier, ce n'était pas une équipe capable de garder sa cage inviolée. Certains choix de sélection ont surpris. Des joueurs jeunes et inexpérimentés ont été préférés à des options plus établies. Et pourtant, le bloc a tenu. Le Gabon, de son côté, n'a pas manqué d'occasion. L'absence et la forme incertaine de Pierre-Emerick Aubameyang ont sans doute pesé, mais les opportunités étaient bien là. Certaines erreurs défensives auraient dû être punies. Et des joueurs comme Denis Bouanga, pourtant talentueux, ont eu des situations pour faire la différence sans y parvenir. Le Cameroun, lui, est resté calme. Même après la sortie sur blessure d'un joueur clé du milieu de terrain, l'équipe n'a pas perdu son organisation ni sa discipline. Individuellement, plusieurs performances sont à souligner. Certains joueurs, jusque-là irréguliers, ont livré des prestations convaincantes, faisant preuve d'efficacité et d'impact dans les moments clés. D'autres, qui auraient peut-être dû être intégrés plus tôt, ont enfin démontré leur valeur. C'est là toute l'identité du Cameroun, une équipe capable de gagner sans briller, de survivre sans stabilité et de rivaliser malgré l'adversité. Comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun a remporté son premier match sans réellement convaincre. Les deux équipes s'affronteront dimanche dans ce qui s'annonce comme une confrontation passionnante, un véritable test de caractère, d'équilibre et de maîtrise tactique. Une chose est certaine, ce match est très attendu. Concernant la Côte d'Ivoire, la prestation soulève de sérieuses inquiétudes. Au vu de ce qui a été montré face à l'une des équipes les plus faibles du groupe, et sans doute du tournoi, il est difficile d'imaginer cette sélection aller très loin. Les signaux d'alerte étaient déjà présents, et cette entrée en matière n'a fait que les confirmer. Certes, il y a eu quelques éclairs individuels. Amad Diallo a été remarquable, évoluant clairement à un niveau supérieur aux autres. Son influence, sa créativité et sa constance en ont fait le meilleur joueur de l'équipe. À l'opposé, le jeune ailier a également montré de belles choses, affichant de la qualité technique et de la confiance malgré son manque d'expérience. Mais au-delà de ces individualités, le niveau collectif a été très décevant.
Ce n'était pas la prestation d'un champion en titre, ni celle d'un véritable prétendant au sacre. L'ensemble a été inquiétant. Pendant de longues périodes, la Côte d'Ivoire a semblé prudente, voire craintive, contrainte de défendre bas dès les premières minutes face au Mozambique. Une fois le but inscrit, l'intensité est retombée. Le contrôle, le rythme et la structure offensive ont disparu. À bien des égards, le tournoi a commencé exactement comme on pouvait s'y attendre pour la Côte d'Ivoire. Sa principale force réside davantage dans les individualités que dans la cohésion collective, et cela s'est une nouvelle fois vérifié. Certains choix de joueurs et décisions tactiques se sont révélés coûteux. Plusieurs cadres ont livré des prestations très en dessous du niveau requis à ce niveau de compétition. La conservation du ballon était approximative, la prise de décision souvent discutable, et l'équipe manquait de clarté dans l'utilisation du ballon. L'expérience est censée servir le collectif, guider les plus jeunes et stabiliser le jeu. Or, à plusieurs reprises, l'approche est devenue trop individualiste, déconnectée des besoins de l'équipe. Lorsque les difficultés surgissent, il faut faire preuve de simplicité et d'efficacité, jouer vite, faire confiance aux partenaires, respecter le placement. Cet équilibre a fait défaut. D'un point de vue tactique, certains choix du sélectionneur ont également interpellé. Certains joueurs méritaient sans doute leur place dans le groupe, mais les titulariser dans un match d'ouverture aussi important relevait du pari, et ce pari n'a pas payé. Ironiquement, les changements opérés en cours de match ont donné naissance à ce qui aurait dû être le 11 de départ. Le milieu de terrain s'est stabilisé, la structure de l'équipe est devenue plus lisible, et le jeu offensif a gagné en cohérence. Des lacunes sont aussi apparues dans le dernier tiers du terrain. La Côte d'Ivoire disposait de latéraux capables de délivrer des centres de grande qualité, mais trop souvent ces ballons arrivaient dans une surface vide. L'absence d'un véritable numéro 9 s'est cruellement fait sentir. Un avant-centre de métier aurait transformé ces situations en occasions franches. Lorsque des ajustements ont enfin été faits, l'impact a été immédiat. L'équipe est devenue plus dangereuse, plus équilibrée et plus menaçante. Cela n'a fait que renforcer le sentiment que de meilleurs choix initiaux auraient rendu le match bien plus maîtrisé. Sur le plan défensif, la Côte d'Ivoire a tenu, mais là encore, certaines naïvetés ont été visibles. Dans des situations clés, le manque de vis a coûté cher. À ce niveau de compétition, il faut savoir gérer ces moments. Face à des adversaires plus expérimentés et plus réalistes, ce type d'innocence peut être lourdement sanctionné. Et c'est là que se profile le choc à venir contre le Cameroun. Cette équipe camerounaise n'est peut-être pas parfaite, et ses zones d'incertitude sont bien connues, mais elle est pragmatique, résistante et impitoyable lorsqu'une opportunité se présente. Face à un tel adversaire, la Côte d'Ivoire ne pourra pas se permettre d'être naïve, désorganisée ou trop dépendante des exploits individuels. 3 points constituent un bon départ, mais ils ne suffisent pas dans un groupe aussi relevé. Ne rien prendre face au Cameroun mettrait une pression énorme sur le dernier match, où les marges seront encore plus réduites. En résumé, la Côte d'Ivoire dispose de qualités indéniables, notamment sur les ailes où elle possède sans doute l'un des duos les plus talentueux du tournoi. Amad Diallo en particulier semble capable de marquer profondément cette compétition. Mais le talent seul ne suffira pas. Sans une meilleure gestion tactique, des schémas offensifs plus clairs et une discipline collective renforcée, cette équipe risque encore de décevoir. Face au Cameroun, l'amélioration ne sera pas une option. Elle sera une nécessité. De son côté, l'Algérie commence à apparaître comme une équipe que tout le monde devra prendre très au sérieux. Avant le tournoi, les doutes étaient légitimes. Un sélectionneur encore en phase d'adaptation au contexte africain, des choix de joueurs discutables et l'impression d'un certain flou. Ces interrogations n'ont pas totalement disparu. Certaines décisions prises lors de ce match restent difficiles à comprendre. Mais l'essentiel est là. L'Algérie s'est imposée avec autorité. La composition de départ n'était pas la plus convaincante sur le papier. Des profils offensifs majeurs, dont l'un des joueurs algériens les plus en forme en Europe, étaient absents. Pourtant, malgré ces absences, l'Algérie a maîtrisé son sujet.
s'est procuré de nombreuses occasions et n'a jamais réellement semblé en danger une fois le rythme trouvé. La prestation n'a pas été parfaite. Défensivement, il y a eu quelques moments de flottement, des espaces dans le dos de la défense, quelques erreurs de lecture et des phases de transition mal gérées. Face à des adversaires plus solides, ces séquences pourraient le coûter cher. Mais offensivement, l'Algérie s'est montrée tranchante, directe et techniquement supérieure. Elle a multiplié les occasions et su varier les solutions. L'un des éléments déterminants du match a été l'efficacité rapide. Marquer tôt change tout. Cela met l'adversaire sous pression, ouvre les espaces et installe une forme de sérénité, parfois même excessive. Par moments, l'Algérie a semblé jouer comme si le match était déjà gagné, privilégiant des initiatives individuelles là où une passe simple aurait suffi pour créer une occasion nette. Ce qui ressort surtout, c'est à quel point l'Algérie a su se montrer décisive dans les moments clés. Et dans ce registre, Riyad Mahrez mérite une mention particulière. Souvent critiqué par le passé pour son irrégularité en sélection, et même si sa performance globale lors de ce match n'a pas été parfaite, il a fait preuve d'un sang-froid remarquable devant le but. 2 occasions, 2 réalisations, sans hésitation. Le genre d'efficacité qui peut marquer un tournoi. Au-delà des buts, on a également retrouvé des éclairs de son talent dans les petits espaces. Cette capacité à déséquilibrer une défense sur un geste, même si ses choix l'ont parfois conduit à privilégier l'initiative individuelle plutôt que la combinaison collective. Derrière, Lucas Oden a apporté une vraie sensation de sécurité. Son placement, la justesse de ses interventions et son calme dans la relance ont permis à l'Algérie de gérer les moments où le Soudan parvenait à se projeter. Quelles que soient les discussions autour de son parcours international, sa prestation a donné l'image d'un gardien sûr et prêt pour ce niveau. Tout n'a cependant pas été parfait. Sur le côté gauche de la défense, certaines hésitations et erreurs techniques ont failli coûter cher, notamment en début de match. Ce type de fragilité ne pourra pas être toléré face à des adversaires de plus haut niveau. Plus globalement, la principale inquiétude concerne l'équilibre du milieu défensif, le rôle de sentinelle et la protection de l'axe central. À plusieurs reprises, l'Algérie s'est retrouvée désorganisée à la perte du ballon, avec trop de joueurs attirés par l'action et des adversaires capables de se projeter rapidement. Contre des équipes plus expérimentées, ce genre de déséquilibre peut se payer très cher. Le carton rouge en seconde période a pratiquement scellé le sort du match. À partir de là, l'Algérie a pu gérer avec beaucoup plus de sérénité et le score a pris une ampleur flatteuse. Mais cet écart reflète aussi la profondeur offensive de l'équipe. Les entrants ont immédiatement apporté de l'intensité et de la verticalité, notamment ceux capables de porter le ballon, de casser les lignes et de faire la différence dans les derniers mètres. L'un d'eux a d'ailleurs marqué un but qui a parfaitement illustré son impact immédiat. En attaque, les signaux sont également positifs. Le rôle de l'avant-centre ne s'est pas limité à la finition. Il a participé au jeu, proposé des solutions, pesé sur la défense et contribué à la construction du premier but. Même s'il a manqué 1 ou 2 occasions supplémentaires, son apport global a été précieux. Alors, où en est l'Algérie? Il s'agit d'un départ très solide, sans doute l'un des plus convaincants du tournoi. Le potentiel offensif est évident, la qualité technique indiscutable et la confiance engrangée est précieuse. Mais le véritable test arrive maintenant, confirmé face à une équipe plus structurée, plus athlétique, capable de punir la moindre erreur et de résister à la pression pendant 90 minutes. À travers ses premiers matchs, 3 tendances se dessinent déjà. Le Cameroun continue d'incarner la résilience, capable de gagner même lorsque tout semble instable, de survivre aux moments difficiles et de faire preuve de pragmatisme lorsque le jeu n'est pas flamboyant. La Côte d'Ivoire a pris des points, mais son niveau collectif interroge encore. Sans une meilleure organisation et une gestion plus rigoureuse des temps faibles, le talent individuel ne suffira pas face à des adversaires plus solides. L'Algérie, enfin, apparaît dangereuse. Imparfaite, certes, mais de plus en plus convaincante. Elle dispose de joueurs capables de faire basculer un match à tout moment, et c'est précisément ce qui rend la suite de la compétition si passionnante.